Bonjour à tous. Bienvenue sur notre webinaire sur le secteur bancaire. Donc aujourd'hui, avec Nina, nous allons nous intéresser à la place des néobanques sur les réseaux sociaux et aussi la place des banques traditionnelles. Donc on va attendre juste quelques secondes le temps que tout le monde se connecte. En tout cas, j'espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à me le confirmer dans le chat si vous pouvez. Excellent, super, parfait. Donc peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous avez des questions tout au long de cette présentation, n'hésitez pas à vous rendre dans l'onglet questions. Nina et moi, on prendra quelques minutes à la fin de cette présentation pour y répondre. Donc on va peut-être se présenter quand même avant de commencer. Alors moi, je suis Clémence Futinet, je suis CMO de VisiBrain et je reviendrai juste après sur ce qu'est VisiBrain. Et Nina Canton, consultante senior chez Licter. Alors Licter, c'est un cabinet de conseil en social data intelligence qui a été fondé par Adrien et Antoine, deux anciens de l'Élysée qui ont créé en fait la cellule data analyse numérique et qui ont ensuite décidé de se lancer dans leur propre aventure en créant un cabinet de conseil spécialisé sur l'analyse des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on accompagne plusieurs clients sur ces sujets-là. Et en ce qui concerne VisiBrain, VisiBrain, c'est un outil de social listening ou de veille des réseaux sociaux qui permet aux marques, aux agences, mais aussi aux institutions publiques de comprendre comment on parle d'elles en ligne et sur les réseaux, donc protéger leur réputation, mais aussi détecter des influenceurs ou des tendances pour pouvoir ajuster leur communication. Donc en résumé, VisiBrain, c'est un outil qui permet d'analyser la donnée des réseaux sociaux pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et donc, c'est ce que Licter a utilisé pour analyser les retombées sur le secteur bancaire. Donc, Licter a récupéré les données avec la plateforme VisiBrain pour faire l'analyse. Donc, c'est là où on voit bien la complémentarité entre outils de social listening et cabinet de conseil comme le vôtre. Exactement. Donc, sans plus tarder, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec les grandes tendances. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est OK, le secteur bancaire, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, mais quelles sont les tendances qui ressortent? Donc, en premier lieu, on a vraiment cette montée en puissance des néobanques qui se ressent également en ligne avec un nombre de messages conséquents. Donc, on dénombre 32 000 tweets publiés sur les néobanques sur Q1 2025. À titre de comparaison, c'est 3 fois moins que sur les banques traditionnelles, 87 000 messages publiés. Mais il faut remettre dans le contexte, les néobanques, ce sont des acteurs relativement émergents qui sont sur le marché depuis moins de 10 ans, donc 32 000 messages sur un trimestre, c'est déjà énorme. Surtout, c'est un volume qui ne fait que grimper, et spécialement cette dernière année, plus 86% de mentions entre Q1 2024 et Q1 2025. Donc voilà, une visibilité de plus en plus forte côté néobanque. On les voit partout, hein, dans des tweets, mais aussi sur des vidéos TikTok ou encore dans des posts Instagram. En deuxième tendance, on a également la facilité d'accès à la crypto-monnaie, qui est un sujet de plus en plus courant sur les plateformes. On a en fait une facilité d'accès à cet investissement via les crypto-monnaies, comme par exemple le Bitcoin. On remarque qu'on a un volume de conversation qui est en forte progression depuis le Covid, malgré un ralentissement en 2023, et on se souvient, on avait une chute du cours de la crypto en 2023, mais on remarque cependant que la courbe est en train de repartir et qu'on a des publications qui se sont vraiment institutionnalisées sur le sujet. Donc, on n'est plus sur des professionnels de la crypto, des experts qui vont parler de ça, mais en fait, ça se démocratise. Aujourd'hui, on a des mèmes sur le sujet, etc. Et ce qu'on va le voir par la suite, ça devient l'accès aux crypto-monnaies devient un élément concurrentiel pour les néobanques. La troisième grande tendance, c'est vraiment la question des virements instantanés. Alors, ça devient la norme, hein, du côté de beaucoup d'utilisateurs et on le constate aussi dans les usages, hein, donc plus 84% d'utilisation des virements instantanés en France entre 2022 et 2023. Et de ce côté-là, c'est plutôt les néobanques qui ont pris, on va dire, le virage du virement instantané au détriment parfois des banques traditionnelles qui sont un petit peu pointées du doigt de temps en temps sur les réseaux sociaux sur le sujet. Exemple ici avec un tweet d'un internaute qui mentionne le CIC en expliquant qu'il n'a pas pu faire de virement instantané et qui mentionne plutôt Boursorama. Donc un tweet qui est quand même devenu viral, hein, avec près de 100 000 vues, 500 likes et 76 retweets. Donc là, voilà, c'est quand même un signal intéressant à analyser
pour les banques traditionnelles parce qu'on est sur un sujet qui pourrait un petit peu entacher leur réputation au profit de celle des néobanques finalement. Également, en grande tendance, on a l'écologie qui est de plus en plus associée à l'image notamment des néobanques. On a vu dans l'audience qu'on avait certaines personnes qui venaient de néobanques. C'est vrai qu'on remarque en fait une différence de perception. Là où les banques traditionnelles sont associées à des termes plutôt négatifs quand on parle d'écologie, les néobanques sont plutôt sur le côté positif. Donc là, on peut voir deux graphes de sentiments générés par ZBrain, avec un sentiment du côté, par exemple, pour la banque BNP Paribas, un sentiment négatif quand on va s'intéresser aux questions qui touchent l'écologie, ou Gringotts, qui a un sentiment positif, net positif. Si on se penche sur ces mentions qui concernent, par exemple, la BNP, on va parler de greenwashing, d'actions militantes devant le siège, d'augmentation des financements d'énergie fossile, etc. Là où sur Gringotts, qui est cité comme une banque en ligne qui a un réel impact positif, on va avoir des termes qui reviennent comme par exemple valeur, banque verte, etc. Donc, on a également moins de sentiments neutres, ce qui illustre également en fait, des avis moins partagés sur le sujet. Et enfin, dernier sujet, quand on parle de banque sur les réseaux sociaux, c'est la question vraiment des frais bancaires et des intérêts, donc qui revient dans des milliers de publications, donc 7000 publications du côté des intérêts, 8000 au niveau des frais bancaires. Et cette volonté en fait d'arrêter de payer des frais bancaires, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les préoccupations des internautes et qui finalement vient alimenter le débat entre néobanques et banques traditionnelles. Donc voilà pour les 5 grandes tendances de 2025. Après s'être intéressé justement à ces thématiques, on s'est demandé quelles étaient les banques qui tiraient leur épingle du jeu sur les réseaux sociaux. Et donc déjà, premier constat, c'est qu'aujourd'hui, les banques, elles sont toutes sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit les banques traditionnelles ou les banques en ligne. Et nous, on s'est particulièrement intéressé à 3 plateformes, donc LinkedIn, Instagram et X, parce qu'elles sont très différentes, mais aussi complémentaires. Et en fait, on se rend compte que les néobanques, ce sont elles qui sont les plus actives sur les réseaux sociaux, avec N26 qui a publié 75 posts depuis le mois de janvier, 60 du côté de Revolut, 54 du côté de Crédit Agricole. Donc finalement, la différence entre néobanques et banques traditionnelles au niveau de l'activité réseaux sociaux n'est pas énorme, mais elle est quand même plutôt un peu plus accrue du côté des néobanques. Donc après, pour entrer un petit peu plus dans le vif du sujet, nous, on s'est intéressé à la communication de 2 banques traditionnelles, Société Générale et Crédit Agricole. Et Mina vous parlera ensuite plutôt de la communication des néobanques. Et en fait, côté Société Générale, on remarque que l'accent est vraiment mis sur le corporate. Donc, on va entrer un peu plus dans le détail avec une stratégie différenciée selon les plateformes. Donc, côté LinkedIn, Société Générale adopte un ton vraiment institutionnel avec une posture d'expert tournée vers l'international. Et donc, les thématiques dominantes, ça va vraiment être la marque employeur, l'international et les actualités corporate. Sur X, la tonalité est un peu différente. Donc, déjà, on est vraiment sur un format hyper informatif avec finalement peu d'interactions et plutôt des partages de résultats financiers ou d'annonces, par exemple, de sponsoring sportif. Et sur Instagram, là, on est sur une ligne éditoriale complètement différente. Forcément, hein, on est sur un réseau un peu plus lifestyle. Et la banque elle s'est très bien emparée finalement des codes de la plateforme avec des thématiques du type A Day With. Donc, c'est des formats, vous savez, un jour avec un métier en particulier de la banque, dans cette idée vraiment de démocratiser les métiers du secteur bancaire et aussi les thématiques financières. Et donc, finalement, on est sur un ton beaucoup plus proche et beaucoup plus pédagogique. Donc ça, voilà, c'est pour Société Générale. Maintenant, du côté de Crédit Agricole, Crédit Agricole décline très bien son positionnement sur les réseaux sociaux, donc son positionnement voilà, d'innovation utile et de proximité territoriale. Donc finalement, sur LinkedIn, la banque s'empare très bien des sujets tech avec beaucoup de posts au sujet, par exemple, de Vivatech ou de l'intelligence artificielle, mais aussi ses engagements sociétaux. Et donc, on est sur un ton plutôt institutionnel dynamique et une mise en avant, comme je le disais, des innovations tech et sociétales. Sur X, c'est un petit peu différent ce que fait Crédit Agricole de Société Générale, puisque la banque, elle mélange finalement le SAV.
Donc, elle répond directement aux questions des internautes et finalement les actualités un peu plus corporate. Donc, X fait office un petit peu de service client tout en étant quand même très intéressant pour partager les dernières actualités. Et sur Instagram, on est sur quelque chose de complètement différent avec le partage de mèmes pour mettre en avant les produits et plutôt voilà, cette idée d'adopter un ton plus grand public, ludique et pédagogique. Donc maintenant, on va regarder ce qu'il en est du côté des néobanques. Du côté des banques, on va voir qu'on a un type de discours différent de celui des banques traditionnelles pour ce qui est des publications owned. Donc là, on a décidé d'analyser deux banques, deux néobanques, Revolut et N26. Pour Revolut, on va avoir vraiment, et également pour N26, en fait, les néobanques sont vraiment très centrées sur le sujet tech. Et donc là où Revolut va déployer justement cette stratégie full growth, va parler de son produit avec cette forte identité tech, va mentionner également des posts dans différentes langues. On voit sur le screen Twitter que vous avez à l'écran, un post en portugais, etc. On va avoir en fait une volonté de s'étendre à l'international et d'utiliser des codes très digitaux. Pour ce qui est de LinkedIn, on va avoir des sujets sur le recrutement tech, la data, la mise en avant des équipes développement produit, etc. En ton éditorial, on est sur une marque employeur très tech, proche de la culture startup. Là où pour Twitter, on va avoir justement cette présentation des divers produits de la banque avec un ton beaucoup plus commercial, un ton beaucoup plus direct et marketing, versus Instagram, où là aussi, c'est toujours cette vitrine un peu différente des autres réseaux. On va toujours parler en fait sur des sujets un peu plus légers. Et là, on remarque effectivement bien la différence entre les néobanques et les banques traditionnelles. Là où on est plutôt sur du contenu humoristique avec des mèmes pour les banques traditionnelles, on va avoir en fait par exemple des jeux concours ici pour gagner 2 places pour un festival techno à Barcelone. On n'est pas également sur le même type de produits offerts. Pour ce qui est de N26, là, on va parler beaucoup plus d'inclusion financière, un réel engagement de cette banque voilà, qui incarne la néobanque européenne agile. Donc, ici aussi, toujours avec un positionnement produit, mais cette volonté d'incarner voilà, l'inclusion financière et l'innovation responsable. Sur LinkedIn, on va également parler de l'expansion produit, des innovations de recrutement tech. Sur Twitter, on va avoir, même chose que pour Revolut, des nouveautés produits, donc des développements d'offres, etc. Des expansions de marché également, avec des tweets en plusieurs langues. Et enfin, sur Instagram, on va avoir en fait tout ce qui va plus toucher au lifestyle bancaire, par exemple donc des voyages, la personnalisation de la carte bleue qui est mise en avant, ce genre de sujet, avec du coup un ton léger et conversationnel qui vise vraiment à aller chercher les nouvelles générations sur ces sujets-là. En bref, on a deux néobanques très axées produits et acquisition, mais elles ont des nuances entre elles. Alors après s'être intéressé à l'activité des banques, on s'est aussi demandé quelles étaient les banques qui généraient le plus d'engagement, donc qui arrivaient le mieux à engager leur communauté sur les différents réseaux sociaux analysés. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que c'est sur Instagram que les banques aujourd'hui, elles arrivent le mieux à engager leur communauté. Donc, c'est un constat qui nous paraissait assez intéressant parce qu'on aurait pu se dire que c'était plutôt sur des réseaux pro comme LinkedIn que les banques allaient réussir à générer le plus d'engagement. Et finalement, non, c'est plutôt sur un réseau grand public comme Instagram, avec pour le coup une percée des banques traditionnelles, donc Crédit Agricole en premier lieu et puis Société Générale. Donc, ces taux d'engagement, hein, juste pour information, ce sont donc la somme des réactions générées par les banques sur les différentes plateformes par rapport au nombre d'abonnés qu'elles cumulent. Et en fait, cet engagement, on remarque qu'il n'est pas forcément lisse, il n'est pas forcément régulier. Il y a voilà, des pics d'engagement en fonction de différentes actualités. Donc, par exemple, là, vous avez un post LinkedIn de N26 qui annonce la sortie d'un nouveau produit, donc la N26 SIM, ou alors le Crédit Agricole qui, sur Instagram, annonce son partenariat avec la Kingsley. Donc, voilà, l'engagement peut vraiment connaître des pics, tout comme les mentions côté earn sur les réseaux sociaux. Donc, c'est intéressant d'observer tout ça pour comprendre en fait ce qui marche bien auprès de son audience. Alors voilà, après s'être intéressé donc aux tendances et aux acteurs du secteur bancaire, on s'est demandé
quelles étaient les communautés sur les réseaux sociaux qui prennent la parole sur le sujet. Et donc, ce que l'ICTER a fait à partir des données VisiBrain, c'est réaliser une cartographie. Donc, une cartographie, ça permet voilà, de détecter les communautés fortes autour d'un sujet. Et en fait, quand on regarde un petit peu quelles sont les communautés influentes sur le secteur bancaire, on en distingue 4. Donc d'abord, une sphère de journalistes et de médias. Donc c'est 17% des internautes. Et en fait, c'est quand même très intéressant de bien rester en veille sur cette sphère-là, parce que vous avez des journalistes assez engagés, comme par exemple Hugo Clément, qui n'hésite pas à interpeller les banques. Et donc, voilà, on sait qu'aujourd'hui, les médias, souvent, ce sont les lanceurs d'alerte. Hein, quand il y a une crise qui arrive, ce sont eux, généralement, qui sont à l'origine des phénomènes de crise. Donc, très important de bien suivre leur activité sur les réseaux sociaux et comprendre quand on est une banque, OK, là, je suis mentionnée par un journaliste ou par un média, pourquoi? Donc, voilà. La deuxième communauté active, ben, en fait, c'est la communauté politique, 12%. Donc, que ce soit des partis politiques plutôt de droite, de gauche ou même du centre, aujourd'hui, le secteur bancaire fait parler tous les bords de l'échiquier politique. Ensuite, donc on l'a vu hein, dans les grandes tendances que la crypto revenait. On le voit également dans la cartographie avec une sphère crypto, donc des médias spécialisés ou encore des experts qui prennent la parole sur le sujet et ils représentent 8% des internautes. Et puis vous avez bien sûr les banques elles-mêmes qui représentent quand même 10% des comptes qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, sur le secteur bancaire. On va ensuite passer sur la partie audience intelligente, qui sont en fait les communautés de personnes qui prennent la parole sur ces sujets-là. Donc, ce qu'on a fait à partir des données VisiBrain, c'est créer en fait des communautés en fonction de leurs intérêts en ligne. On va faire un petit point méthodologique pour vous expliquer comment ça fonctionne. En gros, ce qu'on va faire, c'est venir prendre le plus grand panel de données qui existe au monde, c'est-à-dire le panel méta, qui va venir récolter des informations sur les données de navigation des utilisateurs. Aujourd'hui, ce panel méta, il recense 38 millions de personnes en France. Et donc aujourd'hui, en fait, on va avoir deux types de données en ligne qu'on va pouvoir récolter. On a à la fois les données conversationnelles, c'est-à-dire les données, par exemple, quand vous commentez un post, quand vous likez quelque chose, etc. Mais vous avez également un autre type de données qui est moins pris en compte et que nous, on va aller chercher à prendre en compte dans notre analyse, c'est les données de navigation, c'est-à-dire les données qui prennent en compte en fait, le comportement des utilisateurs en ligne. Donc, par exemple, ça va impliquer tout ce qui est scroll stopper, temps de visionnage, taux de rétention. C'est-à-dire que, par exemple, ces données-là, elles vont... donc, Meta va, par exemple, récupérer le temps que vous passez sur un TikTok par rapport à un autre TikTok et va se dire, très bien, bah, je vois que cet utilisateur, il reste plus longtemps sur une vidéo de chat, et ben, je vais aller lui mettre des vidéos de chat de plus en plus et comprendre qu'il a un intérêt pour les chats, même si vous n'êtes pas à côté en train de commenter ce genre de publication. Au-delà des réseaux sociaux, on a aussi donc, des données de navigation sur le Facebook Pixel. Donc, au-delà des réseaux sociaux, en fait, les navigations que vous allez pouvoir faire sur des sites tiers vont également être enregistrées par Meta, ce qui va aider justement à comprendre les intérêts des utilisateurs. Pour quantifier tout ça et que ça apparaisse de manière plus claire, on a une donnée quantifiable qui s'appelle la sélectivité. On vient comparer en fait une proportion par rapport à une audience benchmark. Et donc nous, ce qu'on a fait dans le cadre de cette analyse, c'est aller regarder la représentation de la moyenne des Français versus les Français qui ont un intérêt pour les néobanques ou pour les banques traditionnelles. Et on en tire des choses assez intéressantes. En fait, grâce à ça, on peut en tirer plusieurs données, à la fois le profil sociodémographique, le centre d'intérêt, mais également, on le verra plus tard, le meilleur moyen de les activer. Pour ce qui est du profil sociodémographique, c'est assez intéressant. Donc, on voit que dans la sphère des personnes qui ont un intérêt, donc on le rappelle, qui ont un compte Meta, et ce compte Meta nous a signifié un intérêt pour les banques traditionnelles, on a une surreprésentation de parents d'adolescents. Ça veut dire que la sélectivité est supérieure à 100. Ça ne veut pas dire que les banques traditionnelles n'ont pas d'étudiants en leur sein, loin de là. Ça veut en revanche dire qu'on a une sélectivité en sous-représentation pour les banques traditionnelles sur les étudiants.
Donc, on va avoir moins de retraités dans la moyenne des Français que, par exemple, l'audience des néobanques. En revanche, on remarque deux choses intéressantes, c'est que ces deux audiences-là, elles présentent une surreprésentation de profils CSP+, et ayant fait des études supérieures. Donc voilà, ces types de données-là, d'audience intelligence, vont pouvoir nous permettre d'avoir le profil, des idées sur les profils sociodémographiques intéressés par ces sujets-là, mais on a également les centres d'intérêt, avec typiquement, donc nous, on peut avoir en fait des dizaines de milliers de critères, mais on a décidé d'en faire apparaître uniquement que quelques-uns, avec typiquement, donc dans les banques traditionnelles, par exemple, une surreprésentation d'intérêt pour le tennis. Et on va pouvoir le voir, en fait, grâce à ces données-là, ça peut donner des exemples, par exemple, aux banques, d'activations concrètes de lieux, par exemple. Donc, pourquoi pas est-ce que les banques traditionnelles n'iraient pas sponsoriser Roland-Garros ou ce genre de choses-là, grâce à ces données. On remarque également, en termes de centre d'intérêt, que les audiences des banques et des néobanques ont une surreprésentation d'intérêt pour l'investissement. Là, vous voyez, il est supérieur à 100, 155 pour les banques traditionnelles versus 161 pour les néobanques. On observe quand même des différences intéressantes dans la typologie d'investissement préférentiel, là où on va avoir en fait une différence, par exemple, pour la sélectivité dans l'immobilier. Donc, on remarque que les banques traditionnelles, pour l'immobilier, on va avoir une surreprésentation chez les banques traditionnelles, versus les néobanques. En fait, là, on va avoir une surreprésentation d'intérêt pour la crypto chez les communautés qui sont sensibles aux néobanques. Et enfin, même chose pour avoir des informations sur le meilleur moyen de les activer. Donc, si chaque audience a ses propres canaux d'activation préférentiels, en revanche, on peut adopter des stratégies multicanales pour multiplier ses points de contact. Et là, on va s'intéresser aux néobanques, par exemple, dont on a remarqué qu'ils avaient une surreprésentation d'intérêt pour les réseaux sociaux. On peut aller encore plus loin pour regarder au sein de ces réseaux sociaux quels réseaux sociaux apparaissent en surreprésentation. Donc là, par exemple, on note qu'on a LinkedIn, on note qu'on a Spotify, et on peut aller encore plus loin si on décide de faire un zoom sur Spotify, par exemple, quel est le type de musique qui les intéresse le plus. Et donc là, on va pouvoir rentrer en détail et aller voir derrière qu'on a chez les audiences des néobanques certes une sous-représentation pour le jazz et le rap, en revanche, une sélectivité forte pour ce qui va être électro. Donc finalement, le post qu'on a vu tout à l'heure sur le jeu concours du festival techno, etc., est tout à fait adapté. Et alors, que retenir de tout ça? Donc, nous, on a décidé de vous partager aujourd'hui 4 recommandations. La première, évidemment, c'est de bien rester en veille sur l'activité autour de votre banque parce qu'on l'a vu, les banques aujourd'hui, elles génèrent vraiment des milliers de messages sur les réseaux sociaux, peu importe les réseaux, hein, que ce soit TikTok, LinkedIn ou X. Et donc, je pense qu'il est hyper important aujourd'hui de programmer des alertes parce que c'est impossible de veiller tout ça à la main. Donc, avoir des alertes, vraiment, ça permet de comprendre pourquoi on parle de votre marque et d'être alerté s'il y a une activité anormale. La deuxième recommandation, c'est d'utiliser le social listening pour détecter des influenceurs parce qu'on n'y pense pas toujours, mais sur des sujets comme la finance, la banque, des sujets un peu niches, ça peut être compliqué de comprendre qui sont les véritables leaders d'opinion. Et avec le social listening, ben, vous pouvez veiller n'importe quel terme en rapport justement avec ce secteur. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir utiliser la veille pour détecter les profils vraiment influents sur ce sujet. Tout à fait. Et on vous conseille également d'aller regarder justement à travers, en faisant appel à une agence telle que Licteur, les profils des clients des banques qui a un intérêt pour les banques traditionnelles ou les néobanques aujourd'hui, quels sont leurs centres d'intérêt et donc quels sont les meilleurs moyens de les activer, mais également comprendre les tendances dans le social listening, que disent les gens sur les banques traditionnelles ou les néobanques en ce moment, et en fait comprendre les réelles tendances de fond pour également pouvoir anticiper certains sujets. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Bien sûr, on aurait pu aller encore plus loin dans les insights analysés, mais aujourd'hui, c'était voilà, les enseignements qu'on avait envie de vous partager. Donc, on va pouvoir prendre quelques questions avec Mina. Tout à fait. Vous avez nos mails dans la présentation si jamais vous avez d'autres sujets de discussion. Alors, on nous demande si le PowerPoint sera disponible à l'issue de la présentation. Oui, bien sûr. Tout à fait. On vous l'enverra après la présentation. Vous aurez également un replay, normalement, qui vous sera envoyé automatiquement à l'issue du webinaire.
vais prendre la question sur la RGPD pour VisiBrain. Dans les outils que vous utilisez, alors les outils comme VisiBrain, évidemment, respectent les règles RGPD. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Quelles sont les banques traditionnelles qui se distinguent particulièrement en ligne? Nous, de ce qu'on a constaté, il y a vraiment Crédit Agricole, hein, en tout cas sur la période de temps analysée, Crédit Agricole et Société Générale, avec des activations et des partenariats, notamment Crédit Agricole, on l'a vu, hein, il a Kings League. La veille est utile pour les banques sur quel sujet? La veille, c'est utile pour les banques comme pour beaucoup de secteurs d'activité. Sur quel sujet? Je pense d'abord faire de la veille de marque, hein. Donc, si vous êtes Crédit Agricole, veillez Crédit Agricole. Et sur quel sujet? Sur des sujets aussi sectoriels, donc veillez le secteur bancaire pour justement détecter des tendances sur lesquelles vous pourriez vous positionner, ou au contraire des sujets chrysogènes à veiller. Pour la question sur les banques digitales tout à l'heure, on a remarqué des similarités avec les banques, les néobanques, pour ce qui est de la communication. Alors effectivement, on a pu analyser des comptes owned. Donc là, nous, on s'est concentré sur les comptes owned principalement de la banque en tant que telle, donc le compte principal. Mais c'est vrai qu'on a remarqué qu'il y avait des comptes, par exemple le Crédit Agricole Nouvelle-Aquitaine, ce genre de comptes. On va avoir des types de communication plus localisés. Et on aurait tout à fait pu faire une analyse justement des caisses régionales. Comme l'a dit Mina, nous, on s'est concentré sur les principaux comptes, mais maintenant, c'est vrai qu'on peut tout à fait envisager une analyse beaucoup plus segmentée avec les caisses régionales. Pour ce qui est de la question de la confiance envers les néobanques, en fait, on remarque qu'on n'a pas forcément eu une diminution des postes sur ces sujets-là. Finalement, en fait, les néobanques vont continuer à prendre de plus en plus l'espace conversationnel dans les réseaux sociaux. Et finalement, même les moments de crise peuvent derrière générer de plus en plus de conversations et faire parler d'elles. Et derrière, ça va retourner sur des sujets plus positifs. On nous demande aussi s'il est possible de veiller LinkedIn. La réponse est oui. VisiBrain notamment permet la veille sur LinkedIn. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon des questions. On arrive à la fin du timing. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation aujourd'hui. Et si vous voulez en savoir plus sur VisiBrain, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet ou à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ouais, et vous avez donc bien nos mails à la fin et on vous enverra le support de présentation. Merci beaucoup pour toutes vos questions et pour votre intérêt sur le sujet. C'était super de pouvoir préparer cette analyse. Donc on vous remercie. N'hésitez pas, voilà, que vous ayez des questions sur l'outil VisiBrain, adressez-vous à Clémence. Pour ce qui va être justement du traitement de cette donnée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. On est ravis d'avoir pu vous présenter l'étude sur ce sujet. Merci beaucoup. Bonne journée. Très bonne journée.